3, top. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette discussion dont le thème aujourd'hui est Planète confinée, un défi supplémentaire pour les femmes. En d'autres termes, quel a été l'impact de la crise sanitaire sur les questions de genre? Y a-t-il lieu de faire une distinction entre les hommes et les femmes? Nous avons deux invités aujourd'hui pour en parler. Madame Angèle Gaillet-Agéron, vous êtes chargée de cours à la faculté de médecine de l'Université de Genève et vous êtes également responsable de l'unité d'appui méthodologique aux hôpitaux universitaires de Genève. Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, on fait du support méthodologique, de l'aide à la recherche auprès des chercheurs de l'Université de Genève et en dehors de l'Université de Genève. Et vous vous occupez aussi des questions de genre, des questions hommes-femmes, Exactement. d'égalité. Ça, c'est mes projets de recherche personnels où j'essaye de voir un peu la place des femmes dans la recherche scientifique en général. Et donc, c'est un projet que je mène en parallèle, en fait. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Exactement. Encore. Avec nous également, professeur Claudine Burton-Jean Gros. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Genève et vous faites partie de la task force fédérale qui a été mise sur pied durant cette crise sanitaire, qui existe encore, qui est toujours en activité. Oui, la task force va continuer ses activités, même dans un format un peu de reflux par rapport à la crise en elle-même, mais oui, elle reste active. Combien de personnes dans cette task force? Parce qu'on voyait essentiellement des scientifiques, mais voilà. Il y avait aussi des sociologues. Alors voilà, il y avait une dizaine de sous-groupes pour une soixantaine de personnes dans l'ensemble de la task force, abordant des thématiques plus médicales, cliniques, de santé publique, mais aussi économiques et sociales. Alors pour vous, les questions d'égalité, notamment les questions de comment genre. Les femmes ont abordé ont vécu cette crise sanitaire. Absolument. Et vivent encore aujourd'hui. C'est ça. Et est-ce qu'il y avait parité dans cette, dans cette task force? Dans la composition de la task force, non, il y avait à peu près un quart de femmes pour 3/4 d'hommes parmi les membres de la task force. Pour la prochaine pandémie, on fera mieux. Alors, on va parler précisément de tout ce qui a touché durant cette pandémie les femmes. Comment ont-elles abordé? Y a-t-il lieu précisément de faire une distinction entre hommes et femmes? Je vous propose, avant d'entamer le débat, de passer la parole à Brigitte Montieri, qui est directrice du service égalité de l'Université de Genève. Pour votre point de vue, Brigitte. Merci beaucoup Romaine, merci aux deux personnes qui sont avec vous que je connais bien et je pense que le débat sera tout à fait passionnant. Alors moi ce que je voulais dire c'est qu'au fond il n'y a rien qui a changé, hein. C'est pas que le Covid a fait que d'un coup on a découvert qu'il y avait plus d'inégalités, il a simplement renforcé les inégalités déjà existantes. Par exemple le fait que le confinement, j'ai moi des collaboratrices qui avaient des petits-enfants, les hommes ont aidé tant qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas, c'est quand même elle qui avait la plus grosse charge. Par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà plusieurs professeurs qui m'avaient interpellée en me disant que typiquement pour le travail académique, toutes ces tâches d'enseignement pour les enfants, etc., et puis garde d'enfants, ont fait qu'on risque d'avoir, dans quelques mois, de s'apercevoir que les femmes ont moins publié que les hommes, ce qui, on le sait, dans la carrière académique, est tout à fait rédhibitoire. L'autre chose, on a parlé un petit peu des experts. J'avais entendu qu'il y avait eu 87% d'hommes experts qui avaient été donc interviewés par les médias pendant toute la crise, alors qu'on sait que le pourcentage de femmes qui ont effectué la plupart du boulot, que ce soit les caissières, les infirmières, le personnel à domicile ou le secteur de la petite enfance, c'était des femmes. Donc vous voyez, c'est habituel. On sait qu'il y a toujours plus d'hommes qui causent et qui font des grandes théories et les femmes qui font le boulot et puis qui font des grandes théories, mais on les entend nettement moins. En fait, ça n'a rien changé. C'était simplement là, ça a été remarqué et ça a été dit. Donc moi, je trouve que c'est pas mal. Du coup, on a découvert des choses et c'était bien. Par rapport à ces histoires d'expertise, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que maintenant, la TSR a un site qui s'appelle Avis d'experts et nous avions été mandatés pour mettre beaucoup de femmes aussi expertes. Donc, si les journalistes veulent bien faire leur boulot, avec avis d'experts et d'expertes, eh bien, ils trouveront des expertises intéressantes. Les choses qui sont peut-être un peu moins rigolotes, c'est qu'en fait, si on trouve ça rigolo, mais enfin bref, c'est qu'en fait, la violence conjugale, typiquement, alors ça ne veut pas dire que si vous entendez bien avec votre femme, vous allez d'un coup la taper parce que vous êtes confiné, mais je veux dire, c'est vrai que le confinement dans des situations
conflictuelle ou difficile, aussi peut-être avec des personnes qui sont au chômage, enfin bref, peu importe, fait que ça a un petit peu exacerbé toutes ces histoires de violence conjugale. L'autre chose aussi qui m'avait interpellée, c'est qu'on l'a vu plusieurs fois, qu'il y a par exemple les jeunes femmes qui devaient avorter, qui ont été en fait empêchées de pouvoir avorter et souvent ont dépassé après le délai. Donc ça, c'était aussi des choses qui ont affecté vraiment les femmes. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Oui, alors ça, c'est juste des trucs que j'ai entendus à droite et à gauche. J'ai pas du tout d'études ou de personnes qui se penchent là-dessus, mais je sais qu'il y a des chercheuses qui s'occupent de l'espace public. Il y a des jeunes femmes qui m'ont dit, alors on a l'impression que les sommes sont sorties comme ça, puis qu'ils sont beaucoup en groupe partout, puis nous, on est un petit peu plus dérangés qu'avant. Alors, est-ce que c'est quelque chose à vérifier? Mais effectivement aussi la reconquête de l'espace public. Voilà les choses que je voulais dire. J'espère, moi, que cette crise va permettre de continuer à faire des études et de mettre des choses en place sérieuses pour en arriver à une véritable mixité. L'autre chose que je conseillerais peut-être, il y a un très bon article Wikipédia sur toutes les histoires de pandémie et de Covid-19 qui explique bien, qui montre bien toutes les différentes thématiques abordées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, je vous souhaite une très belle discussion avec les 3 femmes qui sont autour de la table aujourd'hui. Merci Brigitte Montieri. Je vous signale que vous pouvez poser vos questions directement sur le site web de l'Université de Genève. Vous pourrez aussi par la suite revoir cette émission sur la chaîne YouTube de l'Université de Genève. Vos questions, je vais les partager et nous allons tâcher d'y répondre. Alors en préambule, on vient de vivre une période tout à fait exceptionnelle. 185 pays touchés, 3,5 milliards de personnes sur la Terre confinées qui vivent la même situation. Du point de vue du genre, de l'égalité des hommes-femmes, quelle est l'une et l'autre la principale leçon que vous avez retenue, ou ce qui vous a vraiment frappé? Peut-être je vais commencer par vous. Alors moi, je reviendrai sur les propos de Brigitte, considérant que la pandémie n'a pas révélé de nouvelles inégalités, mais elle les a rendues visibles surtout. Un effet ces loupe. différences, voilà, un effet loupe évident. Ces différences entre les hommes et les femmes existent à l'échelle globale dans toutes les sociétés, y compris dans les nôtres. La distribution des tâches formelles de l'activité professionnelle rémunérée et des tâches domestiques sont typiquement genrées. Et le fait d'être confiné, d'être à domicile, a rendu ça beaucoup plus visible et flagrant, alors que jusque-là, on avait une capacité quelque part collective à éviter de voir ces différences-là. Pour vous, Madame Gaillet-Agéron? Je dirais que ça a permis de parler justement de ce problème de manière un peu plus importante, et puis j'ai envie d'avoir un peu d'espoir et de me dire que ça va avoir aussi un effet positif. Et peut-être que justement le fait d'avoir été confiné, parce qu'on a vu que la plupart des personnes qui étaient sur le terrain, comme vous l'avez mentionné, c'est des femmes, et du coup peut-être que les papas étaient plus souvent à la maison, et peut-être qu'il y aura une différence en termes de répartition des tâches dans le futur, un accès différent aux tâches ménagères de la part des hommes. Et ça peut être un aspect purement positif en fait de la crise. Alors quand vous dites sur le terrain, ce sont notamment les infirmières, le personnel hospitalier, aussi le personnel, les caissières dans les magasins, et c'est vrai que souvent c'était des femmes. Alors l'OMS, notamment par la voix de son directeur, a estimé que la réponse à la pandémie devait tenir compte dorénavant des questions de genre dont il fallait adapter notamment les politiques publiques, et que l'OMS allait adapter les politiques publiques. On va essayer d'être concret aussi, de voir quels enseignements on va retirer. Alors tout d'abord, inégalité sociale, on le sait, inégalité sociale face à la santé. Là, il faut peut-être quand même relever, je m'adresse à vous qui êtes médecin, apparemment la Covid touchait plus les hommes que les femmes. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi ? Alors effectivement, on note dans toutes les statistiques plus de cas sévères chez les hommes. Alors les facteurs qui expliquent en fait cette sévérité, plus de décès chez les hommes, plus d'évolution défavorable au niveau inflammatoire notamment, c'est que ces hommes ont plus de facteurs de risque en fait. Ils présentent plus d'hypertension, ils présentent plus d'insuffisance rénale, de problèmes de diabète. Donc en fait, ils présentent plus de facteurs de risque qui fait qu'ils sont plus malades que les femmes en fait. Donc c'est une question d'hygiène de vie. Mais les statistiques sont assez étonnantes. Les hommes, d'après l'Office fédéral de la santé, 63,5% des décès étaient
des personnes décédées étaient des hommes. Alors, inégalité sociale face à la santé, est-ce qu'on peut dire que là, il y a quelque chose qui touche la question de genre ? Oui, au sens où effectivement les femmes sont par définition dans des positions économiques, socio-économiques inférieures par rapport à celles des hommes. Elles sont souvent moins ancrées dans le marché du travail et donc dans des positions plus précaires qui se trouvent d'autant plus précarisées en situation de confinement. On peut penser par exemple aux familles monoparentales qui sont le plus souvent dirigées par des femmes, qui ont le cumul des tâches éducatives et des tâches d'approvisionnement financier et qui ont été dans des circonstances tout à fait complexes. Et avec cette incertitude aussi, au-delà des difficultés, enfin des cas de Covid et de la mortalité, c'est aussi toute l'incertitude par rapport aux mois et même aux années à venir qui impactent aujourd'hui la santé mentale et la santé physique de la population, des hommes et des femmes, mais particulièrement des femmes. Alors, vous faites partie de la task force. Par rapport à cette question précise, qu'est-ce que vous avez comme recommandation aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous dites ? Comment aborder peut-être une prochaine fois, en espérant qu'il n'y a pas de prochaine fois, cette problématique ? Alors, ça revient à ce que l'OMS dit, c'est qu'il faut prendre en compte le genre, et pour prendre en compte le genre, ça implique qu'on ait des données qui nous permettent effectivement de montrer systématiquement les différences entre les hommes et les femmes. Et souvent, on présente de manière un peu standard des données pour l'ensemble de la population qui masquent les différences. En termes de travail domestique, par exemple, on manque beaucoup d'informations statistiques qui permettraient de documenter ces écarts. Et si on peut les documenter, s'il y a de l'évidence, alors c'est plus facile aussi pour le monde politique de prendre des mesures et d'avoir des mesures adaptées aux besoins différenciés. Donc il y a un grand besoin de recherche de suivi, de l'implication à la fois professionnelle et de l'implication dans des tâches domestiques des hommes et des femmes. Donc ça, c'est pour l'Office fédéral de la statistique, mais c'est aussi pour les universités et le monde de la recherche, j'imagine, pour vous. Tout à fait. Donc, c'est avant la crise de la Covid, on avait déjà ces inégalités très très fortes entre les hommes et les femmes sur la présence en fait au niveau de la recherche. Donc des femmes qui, on ne sait pas pourquoi, sont moins présentes dans la production scientifique, ont des places qui sont moins honorifiques par rapport à des hommes. Alors il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont émises, des hypothèses que c'est par choix, mais on peut quand même avoir en tête qu'il y a un monde qui est dominant des hommes et peut-être qu'il ne laisse pas assez de place aux femmes ou pas assez de visibilité aux femmes en général. Est-ce qu'il y a autant de chercheuses que de chercheurs à la base ? Alors, d'après les statistiques, je n'ai pas de chiffres vraiment sur les chercheurs, mais en tout cas, en termes de scientifiques, il y a plus de femmes scientifiques que d'hommes dans les statistiques, surtout dans les jeunes générations. On a 60-70% d'étudiants qui sont des étudiantes en médecine, en sciences, en mathématiques même. Et petit à petit, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne retrouve pas ce pourcentage important des femmes à des positions de leadership au niveau académique. Donc il y a quand même un certain nombre de questions. Alors effectivement, il y a la parentalité qui rentre en ligne de compte, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs. Et vos recommandations, alors, il y avait une première recommandation, c'est de tenir compte de la question homme-femme dans les statistiques pour la problématique que vous venez de soulever. Effectivement, de documenter, essayer de documenter au maximum en fait, les statistiques d'un point de vue du genre. Mais actuellement, on a justement, il y a une équipe lausannoise qui essaye de réfléchir à ce qu'est le genre et comment on peut le prendre en compte. Parce qu'actuellement, on peut présenter les statistiques par sexe, homme-femme, mais la question de genre est peut-être quelque chose, une définition qui est très complexe, qui fait appel à un point de vue sociologique, un point de vue politique. Enfin, il y a énormément de choses qui définissent le genre, et ça, c'est pas évident de le capter d'un point de vue quantitatif. J'ai un peu de peine à vous suivre. Le genre, c'est quand même homme-femme, non ? Qu'est-ce qui peut être complexe ? Alors, le genre, en fait, c'est la définition de la société. Oui. On est plutôt homme, on est femme, ou on est binaire, en fait. Oui. Maintenant, on a transgenre également qui rentre en ligne de compte. Et en fait, ça fait appel, bien entendu, au sexe biologique, mais à d'autres aspects de ce que la société, en fait, considère comme étant féminin, comme étant masculin, comme étant transgenre. D'accord. Si on reste sur l'inégalité sociale, l'inégalité homme-femme face à la santé, vraiment sur cette problématique, apparemment, beaucoup de pathologies ont été mises en veilleuse durant ce confinement.
des cancers qui n'ont pas été soignés ou qui ont été pas été diagnostiqués. Est-ce que ça, pour les femmes, il y a quelque chose de particulier qui touchait les femmes? Donc effectivement, comme le disait Brigitte Mantilleri, c'est ce qui se retrouve dans les statistiques. Effectivement, les femmes ont eu moins accès à tout ce qui était maladies reproductives et maladies sexuellement transmissibles. Donc dans les pays d'Amérique latine, il y a des statistiques qui sortent et qui montreraient qu'il y a plus de millions de femmes en fait, qui n'ont pas été soignées correctement ou qui ont eu des grossesses non désirées. Donc c'est sur cet aspect-là. Après, sur ce qui est pathologie chronique ou cancer, je n'ai pas à ma connaissance de statistiques sur ce point précis, mais je pense qu'il y a pas mal de chercheurs qui se posent la question des répercussions au-delà de la Covid. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur tout ce qui est autre que la Covid et qui touche peut-être plus les femmes que les hommes, mais je n'ai pas les stats. Madame Burton, on en parle aussi au sein de la task force de cet aspect-là. On a beaucoup focalisé, c'est bien normal, sur la pandémie, et puis le reste, les autres maladies existaient aussi. Alors oui, mais c'est vrai que la task force s'est beaucoup concentrée sur la Covid et sur ce qu'il fallait prendre comme mesure. Et c'est progressivement que le regard s'est un peu a pris de la distance en prenant les problématiques plus largement, en réfléchissant notamment aux impacts aussi psychologiques en termes de santé mentale du confinement pour différents groupes de population. Mais tout ça prend du temps et aussi aujourd'hui on aura besoin de temps pour documenter les effets à moyen et long terme sur les autres dimensions de la santé. C'est encore un peu difficile aujourd'hui de pouvoir vraiment le mesurer. On va parler des études parce que j'imagine, on est ici à l'Université de Genève, j'imagine qu'un certain nombre d'études ont été lancées, études scientifiques, sociologiques bien sûr. Parlons de l'impact professionnel du point de vue du genre, l'impact économique. Est-ce qu'il y a eu un impact asymétrique homme-femme du point de vue professionnel, de l'impact professionnel? Alors, au départ, il y a un marché du travail qui est quand même très genré. Les femmes n'occupent pas les mêmes positions que les hommes. Et ce qu'on a vu, c'est que les métiers de premier recours, de première nécessité, sont principalement occupés par les femmes. On s'est rendu compte aussi de leur importance cruciale, que ce soit dans les soins, que ce soit dans les commerces, dans les magasins de première nécessité, dans les soins aux personnes aussi, dans les EMS, dans les maisons de retraite. Donc les femmes ont été exposées effectivement à travers des activités qui sont de première nécessité et qui ont dû être maintenues. Dans ce cas-là, le télétravail, ce que nous, on a pu faire en tant qu'universitaires, n'était clairement pas possible. Donc il y a eu une exposition des femmes à ces situations-là. Ce qu'on évoque aussi dans la littérature aujourd'hui, c'est le fait que des secteurs importants de l'économie vont être affectés à moyen et à long terme, qui sont des secteurs aussi très féminins. Le secteur du tourisme, le secteur du commerce, dans lesquels beaucoup de femmes sont employées, dans des positions souvent de niveau pas très élevé, des petits salaires. Et là, on pense qu'il y aura des effets en termes de chômage, en termes d'accès ou de temps de travail qui va notamment affecter les femmes. Et là, vos recommandations, Alors, les recommandations, c'est d'arriver à faire en sorte que le marché du travail soit moins genré, à réduire progressivement, malgré les mesures, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes restent importants. En Suisse, particulièrement, les femmes travaillent énormément à temps partiel pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Les hommes, certains hommes aimeraient bien aussi pouvoir avoir un taux d'activité réduit, mais le marché du travail est encore assez frileux à cet égard-là et n'offre pas beaucoup de possibilités de conciliation, même chez les couples qui souhaiteraient effectivement fonctionner sur un mode plus égalitaire. Du point de vue de l'impact professionnel dans les hôpitaux, vous avez fait des observations, des remarques à faire? En fait, ce que j'ai lu, c'est que par exemple aux États-Unis, il y a quelques statistiques qui montrent effectivement que 70% des personnes impliquées dans la crise en termes professionnels étaient des femmes, et donc elles étaient une grosse partie étaient des soignantes, et donc il y a ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait plus de femmes qui étaient infectées par la Covid, mais comme on a vu juste avant, comme elles ne présentent pas les mêmes facteurs de risque que les hommes, elles n'ont pas été forcément hospitalisées, mais on a 70% des cas infectés de soignants aux États-Unis qui sont des femmes. Est-ce que vous avez les mêmes statistiques pour Genève, pour l'hôpital de Genève, ou est-ce que vous allez lancer ces statistiques? Alors il existe des statistiques, je ne les ai pas à connaissance, mais en tout cas oui, il y a des statistiques qui ont été faites, qui ont été collectées au cours de la
la crise et qui permettront effectivement de tester cet aspect-là. Il y a aussi des demandes politiques sur une revalorisation, ne serait-ce que salariale, de ce type de profession, effectivement, les infirmières, les caissières, beaucoup de métiers qui étaient des métiers féminins. L'impact sur le travail domestique. Alors là, on parle du confinement, ça veut dire les écoles fermées, les enfants à la maison. Quelles sont vos observations, Madame Burton? Alors l'accumulation de toutes les tâches sur le domicile, c'est-à-dire à la fois l'école des enfants quand il y avait des enfants petits, ou l'occupation des enfants lorsqu'ils étaient en crèche, le maintien des tâches domestiques, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec pour beaucoup le maintien en même temps d'une activité professionnelle en télétravail, donc des ajustements, des formats. J'ai entendu autour de moi des jeunes couples qui s'organisaient justement pour organiser leur journée dans la complémentarité et la capacité des uns à travailler le matin, et elle travaille le matin, il travaille l'après-midi, et on se partage la prise en charge des enfants de manière alternée. Il a fallu inventer, et beaucoup de couples ont effectivement rendu compte de la lourdeur de la tâche, des difficultés, mais aussi des échos positifs de certains qui ont dit qu'ils avaient aimé ce temps en famille, ce temps où on était plus disponibles les uns pour les autres. Donc on voit aussi des témoignages assez contrastés. Alors il nous faudra des études évidemment pour mieux évaluer les effets concrets. Et puis, j'aimais bien aussi votre idée tout à l'heure de dire qu'il y aura peut-être des effets positifs de ça. C'est que les hommes, on l'a entendu aussi, se sont rendus compte tout à coup de toutes ces tâches qui, normalement, sont invisibles, passent sous le radar, et se sont dit que oui, il y avait des choses à faire et que peut-être ils pouvaient y participer. Une étude en Espagne a aussi rendu compte du fait que la division des tâches, c'était peut-être un peu spécialisé, où les hommes étaient envoyés faire les courses alimentaires et les femmes restaient au domicile. Donc voilà. Les gens ont inventé, il a fallu mettre en place des solutions, et je pense quand même que ça a été un coup de massue pour beaucoup de personnes dans les espaces. Encore une sorte d'effet loupe pour les couples qui dysfonctionnent, une période extrêmement difficile, et pour les enfants et pour les partenaires. Pour les couples qui fonctionnent, une période qui a pu apporter une nouvelle répartition du travail au sein de la famille. Et là, vous parlez d'études. Est-ce que des études sont lancées à l'Université de Genève? Alors, ou ailleurs, en Suisse romande? Oui, sur cette question de la division des tâches spécifiquement, je ne saurais vous dire encore, mais les collègues, tout le monde a beaucoup travaillé dans cette période-là, et les données vont certainement arriver. Mais il nous faut de nouveau, il faut un peu de temps pour aussi. Ça a été difficile quand on a lancé des projets de recherche d'accéder aux personnes qui étaient dans des situations quand même très stressantes, et en plus d'arriver avec des demandes supplémentaires dans ces journées très denses, c'était pas forcément idéal. Alors, tout à l'heure, Brigitte Montillieri évoquait un dossier très très sensible, celui des violences domestiques. On a dit, Madame Gaillet, je ne sais pas si des chiffres ont été, ou des statistiques ont été établies, que les violences domestiques ont augmenté, que les services d'urgence des hôpitaux avaient été plus sollicités. Est-ce que là, on peut dire quelque chose déjà en l'état? Alors, je ne connais pas non plus directement des statistiques, mais effectivement, j'ai lu que tout au début de la crise, un certain nombre de hotlines de violences conjugales avaient été fermées. Donc, il y avait des accueils qui n'étaient pas honorés pour accueillir des femmes qui étaient victimes de violences conjugales. Et donc, ça, c'est un fait. Et je pense qu'effectivement, c'est des choses qu'il va falloir discuter maintenant et pas attendre, parce que je pense que le mal est fait déjà, et qu'il va falloir anticiper cet aspect-là, cet aspect psychologique, et essayer de tout de suite, parce qu'on reprend notre rythme finalement. Là, on est déconfiné, et puis on ne parle pas on ne parle peut-être pas assez de cet aspect-là. Il va falloir anticiper ce souci et l'identifier tôt. Alors précisément, j'ai envie de vous poser la question de savoir si on a remarqué, vous l'avez dit en préambule, la parole des femmes a été assez discrète durant cette pandémie. C'est documenté, je crois, en France, c'est documenté aussi en Suisse. Vous avez des chiffres sur le... Alors, on l'évoquait tout à l'heure, la composition de la task force est à 3/4 des hommes, 1/4 des femmes, et ça a été observé dans différents contextes. Donc, c'est vrai que dans cette situation de crise, on
On a vu beaucoup de figures masculines, en Suisse aussi, on l'a évoqué. Hein, nos héros, quelque part, tous les pays ont eu leurs héros aussi de la gestion de la crise. Alors, les héros suisses, c'était donc en politique Alain Berset, Daniel Corr, dont on a beaucoup parlé, voilà, avec des avis peut-être plus pour le monde partagés. Médical. Didier Pittet en Suisse romande. Celui qu'on a surtout vu. Oui, et qui sont effectivement associés au succès. Hein. Tout le monde est relativement unanime sur le succès quand même de la gestion de la crise. C'est vrai aussi en Suisse. En France, une enquête du Monde disait de 70 à 80% des experts interviewés dans les médias, tous médias confondus, étaient des hommes. Et lorsqu'on sollicitait les femmes, c'était plutôt pour des questions en lien avec la politique familiale, la manière dont les enfants peuvent assumer un confinement, etc. Vous avez aussi remarqué ça? Oui, c'est très clair. Effectivement, moi, je me suis un peu amusée à regarder les statistiques à l'hôpital, et notamment dans la spécialité de maladies infectieuses ou prévention contrôle de l'infection, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. 54% de femmes étaient présentes, travaillent dans le domaine, qui sont médecins. J'ai regardé les professions, enfin les médecins femmes et les médecins hommes dans ces différentes spécialités, donc qui étaient concernés par la Covid. Et effectivement, parmi ces femmes, j'ai regardé leur position de leadership. On n'a que 17% de femmes qui sont professeurs, et parmi ces 3 femmes professeurs, en fait, on n'a pas effectivement eu beaucoup d'interviews avec ces personnes, en tout cas de manière répétée. Et puis, oui, effectivement, il y a une disproportion en fait, entre la réalité des choses, la présence de plus de femmes, et puis finalement, on interviewe plutôt des hommes. Alors, quelles conséquences? Parce qu'on peut relever cet état de fait, voilà, en disant il y a plus d'hommes que de femmes qui sont interviewés, etc. Mais quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est grave, docteur? J'ai envie de vous dire. Disons que, encore une fois, je pense que les femmes n'ont peut-être pas... ont des choses à apporter. On a une vision toujours très unilatérale finalement des problèmes, et je pense que de ne pas avoir la pensée féminine aussi à bord et qui est partagée, qui est diffusée, disséminée à grande échelle, on perd de l'information, on perd une vision des choses qui est une vision plutôt féminine aussi. Je pense que les deux sont importants, et donc du coup on a une vision très très unilatérale, et c'est vraiment dommage. Exactement, c'est une partie de l'expérience de cette crise de la Covid qui est mise en avant. Mais effectivement, on a moins le point de vue des femmes et la gestion de l'accumulation des tâches et le ressenti aussi. On sait que les hommes et les femmes ne réagissent pas forcément par rapport au risque de la même manière. Donc on a un certain point de vue qui est le point de vue dominant sans prendre en compte effectivement la situation dans sa complexité. En même temps, c'est des catégories aussi, enfin il y a beaucoup de diversité dans l'ensemble de la population. C'est ce que nous apprend aussi beaucoup cette pandémie, la diversité des réactions entre beaucoup de peur, pas assez de peur, enfin c'est quelque chose de très complexe sur la question des réactions au sein de la société. Alors si on essaye de voir le futur et de lancer des pistes. Bon, d'abord, peut-être une question plus générale. Est-ce que les choses sont en train de changer? Est-ce qu'il y a vous disiez peut-être une prise de conscience. Vous y pensez vraiment, Madame Gay? Alors j'ai envie d'être positive. Je pense qu'il y a des choses qui ont été mises en avant. Alors ce qu'il ne faudrait pas, c'est ignorer ce qui était préexistant et puis dire maintenant il n'y a plus de problème, etc. Mais justement, ce problème-là, il faut en parler encore plus en fait. Donc il faut poursuivre le combat, la lutte en fait de visibilité des femmes, d'intégration plus du point de vue féminin. Il faut pas prendre l'aspect économique seulement et dire voilà la Covid, on n'a plus de budget pour continuer à faire des programmes de promotion des femmes ou d'intégration plus des femmes. Il faut le poursuivre et le continuer, pas que tout s'éteigne avec cette crise. Pour vous, Madame Burton, est-ce que par exemple au sein de la task force, parce que vous disiez un quart de femmes, il y avait cette fameuse photo qui est apparue au début de la pandémie en France, sur Paris Match, où il n'y avait que des hommes. Et c'était la task force de M. Macron, du président Macron. Est-ce que vous avez demandé à être mieux représenté ? Non, dans l'urgence et dans la poursuite des activités qui étaient relativement intenses au début des activités de la task force, non, ça n'a pas été une problématique qui a été rendue visible. Mais effectivement, dans le moyen terme, c'est quelque chose qu'on peut interroger et sur
comment arriver effectivement à représenter la diversité des points de vue. Peut-être un aspect qu'on n'a encore pas beaucoup évoqué, mais qui a aussi été rendu très visible autour de cette crise, c'est toute la problématique des travailleurs migrants, et notamment des travailleurs migrants sans papier, qu'on a vu être dans des situations de précarité extrêmement importantes à Genève, et qui sont beaucoup des femmes qui en fait sont ici parce qu'elles contribuent à faire fonctionner finalement notre société en faisant beaucoup de services à la personne auprès des enfants, auprès des personnes âgées, et qui, dans une situation comme celle-là, sont peu protégées, voire pas du tout protégées, puisque le travail domestique n'a pas été intégré dans les mesures fédérales, de mesures de soutien économique. Donc on les a vus notamment à Genève autour de ces longues files d'attente pour avoir accès à de l'alimentation. Donc ça aussi, c'est révélateur, cet effet de loupe dont on a parlé, qui montre ces éléments cachés de notre société qu'on espère vont laisser des traces à moyen terme, mais il faudra en même temps du travail politique, du travail académique aussi, pour que tout ça ne retourne pas simplement dans l'ombre. Oui, à Genève, donc il y a un projet d'indemniser une partie de ces personnes qui ont perdu leur travail. Il y a un référendum qui a été lancé contre ce projet, mais effectivement, c'est quelque chose qui est apparu très, très nettement. Vous disiez donc des études qui sont lancées là-dessus, précisément sur les migrants ou... Oui, alors dans le cadre d'un projet que nous avons déjà initié il y a 2 ans, nous avons lancé une enquête supplémentaire dans le contexte du confinement pour essayer d'avoir accès à cette population par définition très invisible et d'autant plus invisible, pour essayer de mesurer effectivement leurs différentes difficultés. Alors une grande préoccupation autour de l'emploi qui a été perdu du jour au lendemain. Certaines familles étant à la maison ont simplement dit qu'elles n'avaient plus besoin de leur aide et sans honorer leurs engagements de paiement. Donc des familles qui se sont retrouvées vraiment sans aucune ressource financière ou une très forte diminution, sans trouver accès non plus auprès des associations ou des institutions qui au début du confinement étaient elles aussi en train d'essayer de trouver des nouvelles manières d'atteindre leur cible. Donc là, on a vu ces semaines quand même de très grande vulnérabilité et une incertitude de nouveau qui risque de se prolonger sur plusieurs mois. Alors si on essaye de n'être pas uniquement négatif, mais quand même sur les enseignements positifs du point de vue du genre de cette crise, est-ce qu'il y en a, Madame Gaillet? Excusez-moi. On va vous permettre de... Ouais, c'est bon. Effectivement, d'en avoir parlé. Donc ça, c'est un des aspects positifs. Et justement, au niveau de la famille, je pense que d'avoir eu une répartition un peu plus équitable des tâches au niveau de la famille, c'est quelque chose qui va permettre de discuter peut-être dans le futur, enfin proche on espère, de la répartition, enfin du temps partiel aussi chez les hommes, peut-être de discuter de congés paternels obligatoires chez les hommes. La notion de télétravail n'a pas été aussi, a été dans certains domaines, quand c'était possible, pas dans les soins, mais une possibilité, une solution qui est intéressante et qui peut-être va faire que dans la famille, il y aura plus une répartition. Donc ces aspects-là, je pense que ça peut avoir un trait sociétal et un changement qui va laisser dans les les traces. ménages. Et pour vous, Madame Burton, est-ce qu'il y a eu des aspects positifs de ce point de vue, du point de vue du genre? Est-ce que vous disiez tout à l'heure, ne serait-ce qu'on a pu voir l'importance de ces métiers féminins? Oui, une revalorisation de toute une série d'activités qui étaient considérées comme mineures et pas importantes et dont on a vu tout à coup à quel point elles étaient nécessaires au fonctionnement de la société. C'est le cas du travail domestique de manière générale, qui est complètement minorisé, décrédibilisé, qui n'est pas rémunéré et qui en même temps est un fondement majeur de l'organisation de notre société. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, de prendre conscience de comment une société fonctionne, de la complémentarité aussi entre secteur formel et secteur informel, ça, c'est des aspects, effectivement, qu'on doit retenir par la suite. Est-ce que la task force, vous disiez tout à l'heure que la task force continue à siéger? À quel rythme siégez-vous? Alors là, depuis le début, siéger à l'intérieur de ces sous-groupes 1 fois par semaine, à l'échelle de la task force 3 fois par semaine.
Au départ. Oui, et ensuite, peut-être depuis un mois, elle fonctionne à 2 fois par semaine au niveau de l'ensemble des groupes, mais une activité très intense, effectivement. Et ce qu'on a constaté, je trouve, autour de cette crise, c'est l'importance de récolter des données et de l'information, mais en même temps, l'avalanche d'informations et de données. Et comment arriver à trier tout ce matériel pour prendre des décisions politiques, comment faire entendre effectivement des points de vue de groupes qui sont plus vulnérables. Donc il y a un travail politique majeur qui se fait autour de cette gestion-là. Et qui est en train de se mettre en place. Hein. Oui, qui s'est mis en place et qui en même temps appelle à des compromis importants entre les conséquences médicales évidentes de la pandémie, mais les conséquences sociales, économiques, psychologiques qui vont être aussi très présentes pendant longtemps. Et tous ces allers-retours entre des préoccupations médicales qui dominent, puis des préoccupations économiques portées par différents acteurs qui doivent arriver à s'entendre. Et la difficulté actuelle du Conseil de l'Europe à se mettre d'accord est aussi révélateur de ça. Et du point de vue de la Suisse, vous avez l'impression que ces différentes tensions, vous l'avez senti au sein de la task force, et précisément la prise en compte des problèmes liés aux femmes, vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience majeure, que quelque chose a bougé? Alors, on s'est préoccupé de la question du genre, d'abord principalement à travers l'angle des violences domestiques. C'est un peu ça. On a beaucoup parlé des violences domestiques pour démentir par la suite le fait, voilà. Mais ça a été l'angle preuve qu'on n'a pas beaucoup de statistiques. Voilà. On a beaucoup parlé des violences domestiques, en tout cas médiatiquement. Mais selon le communiqué de presse du Bureau de l'égalité, il n'y a pas eu d'augmentation massive. Il y a toutefois eu plus d'appels à travers les voisins et les proches, d'appels sur certaines lignes téléphoniques pour signaler des problèmes, mais pas d'augmentation massive. Par contre, cette problématique-là, c'est ce qui a permis au genre, quelque part, d'arriver sur le radar, de dire « Ah oui, il faut se préoccuper des différences entre les hommes et les femmes », ce qui n'avait pas forcément été le cas jusque-là. Mais c'est effectivement d'arriver à mettre au premier plan ces différences-là. D'ailleurs, ça a été soulevé aussi dans les conférences que l'université a organisées au courant du mois de juin. Vous savez qu'il y a eu 3 conférences au courant du mois de juin sur différentes problématiques auxquelles on a convié 6 hommes et qui ont abordé différents angles économiques, sociaux à l'université de Genève, sans qu'on prenne en compte la dimension du genre. Il y a eu cette fameuse une du Parisien. On imaginait le monde d'après et on avait convié 4 hommes et cette une a provoqué un tollé considérable en France. Et en Suisse, alors, vous dites que l'Université de Genève a fait des conférences avec 4 hommes uniquement? Si, il y a eu 3 conférences avec 6 hommes et c'est pour répondre à ce regard trop unilatéral que la conférence d'aujourd'hui a été mise en place. Mais donc, ça montre aussi à quel point les habitudes et les biais qui sont là, les biais structurels dans l'organisation et les hiérarchies de la société sont persistants. Alors, donc la crise est un moyen d'alerter sur ces faits-là, mais il faut ensuite pouvoir les maintenir visibles dans la durée. Alors, puisque nous avons la parole, profitons-en. Madame Gaillet, on va essayer de changer complètement dans votre domaine de la recherche, professeure associée à l'Université de Genève, chercheuse au HUG, au HUG, pardon. Je ne suis pas professeure encore, je suis chargée de cours. Oui. Chargée de cours, excusez-moi. Chargée de cours à l'Université de Genève, chercheuse au HUG. Dans un domaine où dites-vous, il y a beaucoup de femmes, enfin même une majorité dans certains secteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Sachant que c'est important. Plus on verra de femmes sur l'espace public, plus on prendra en compte une autre sensibilité peut-être. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, c'est toujours encourager la promotion féminine et la possibilité que les femmes fassent de la recherche, leur donner la possibilité de faire de la recherche avec une réalité aussi familiale, le fait d'avoir des enfants, bien entendu. Donc, peut-être réfléchir aussi au mode de financement
de la recherche et essayer d'adapter peut-être les critères des financements par les gros organismes comme le FNS par exemple. Mais par exemple, pour être concret, quels critères faudrait-il changer pour... Il faudrait probablement tenir en compte des temps où on a dû s'interrompre pour des raisons familiales, pour ne pas mettre les mêmes âges ou limites pour pouvoir soumettre des demandes de fonds, par exemple. Pour la crise justement de la Covid, ce qu'on a vu, c'est que c'était surtout les jeunes chercheuses qui étaient impactées et qui ont eu des difficultés en fait à déposer leur projet de recherche, à les faire financer, à finir leur projet de recherche. Donc il y a toute une discussion aussi sur adapter et tenir compte de cette problématique pour essayer d'allouer une deadline supplémentaire ou en tout cas un regard un peu plus tolérant chez ces femmes pour leur permettre en fait d'y arriver, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mais simplement en tenir compte en fait dans les aspects très pratiques. Et sur l'espace public, alors Brigitte Montelleri citait, je crois, cette initiative de la RTS avec une liste d'expertes à consulter. Je crois qu'il y a aussi le journal Le Temps en Suisse romande qui a désormais un baromètre. On en est à peu près à 30% de femmes expertes qui sont interrogées, interviewées, qui sont présentes dans les pages du journal, contre 70%. Enfin, les chiffres augmentent. Que faudra-t-il faire là? Est-ce que vous avez imaginé d'établir des listes envoyées aux médias, aux journaux? Je pense que malheureusement, on va être obligé quand même de parler parité et d'essayer systématiquement de proposer autant d'hommes que de femmes dans les différentes commissions et y penser systématiquement pour qu'il y ait un changement un peu de paradigme et puis une visibilité un peu différente. Et puis petit à petit, en changeant les mentalités, je pense qu'on arrivera à quelque chose de concret et à une valorisation de la place de la femme dans la recherche ou de la place de la femme dans le domaine académique en général. Alors, si on essaie juste de comprendre pourquoi, à nombre égal de chercheuses, ou même un peu supérieur, on ne les voit pas. C'est un problème de quoi? Je pense qu'il y a probablement plusieurs explications. Alors, certains disent que c'est par choix. Que les femmes sont moins attirées par la recherche, mais qu'elles préfèrent l'éducation ou la clinique, si on parle du domaine médical. Ça peut être une possibilité. L'autre possibilité, c'est que peut-être qu'elles se forment moins à la recherche parce qu'elles ont moins de temps. Effectivement, c'est difficile souvent dans le domaine médical d'allier le côté clinique et le côté de recherche. C'est souvent des choses qu'on fait plutôt le soir ou le week-end. Et quand on a une vie de famille, c'est pas toujours évident, surtout s'il y a un déséquilibre au sein du ménage. Donc ces aspects-là, en fait, sont une raison. Et puis troisième possibilité, c'est peut-être un retrait des femmes ou le fait qu'elles ne soient pas invitées finalement à prendre part ou on n'a peut-être pas la même vision. Il y a un certain nombre d'études, peut-être vous me corrigerez, sociologiques ou psychologiques qui montrent qu'il n'y a pas non plus la même approche en fait de l'impact et du fait que les femmes participent activement et se mettent en avant en fait dans la recherche. C'est un trait un peu... Mais vous maintenez que c'est important et que c'est un domaine à changer. Absolument. Oui. Et vous concernant, Madame Burton, donc maintenant, on est sur une deuxième phase de pandémie, peut-être en espérant qu'il n'y ait pas que la pandémie ne reparte pas. Sur quoi concentrez-vous aujourd'hui vos recherches ou plutôt vos préoccupations au sein de la task force? Alors, c'est la question de la continuité des mesures, effectivement, de santé publique. Et dans quelles mesures est-ce qu'il faut les maintenir ou pas? C'est prendre en compte aussi le confinement, la taille des rassemblements et tout ça dans un fonctionnement en même temps démocratique. C'est un enjeu important de réfléchir à comment on gère une pandémie, mais tout en assurant des instances et un fonctionnement démocratique. Ça a été une question débattue dans notre sous-groupe notamment. Et comment arriver effectivement à penser des mesures qui suscitent l'adhésion, la participation de la population. Ça va être un enjeu à l'échelle suisse, mais à l'échelle internationale aussi. Mais quand vous parlez confinement, oui ou non, enfin pour l'instant, on ne parle pas de confinement, mais des mesures sanitaires, des mesures de port de... Est-ce qu'on tient compte là des questions hommes-femmes? Alors, elles apparaissent dans un certain nombre de considérations, mais ce n'est pas encore, je dirais, ce qui est au cœur des débats. La task force a quand même fourni
une prise de position sur les questions de genre. Donc, on laisse il y a des une traces. prise de Oui, il y a une position. prise de position sur les différents papiers de position de la task force. Il y en a un qui porte sur les questions de genre et qui aborde les différentes questions qu'on a évoquées aujourd'hui. Donc, il y a effectivement des traces qui sont là. Ensuite, il faut en prendre acte. Si on veut être positif aussi, il faut le relever. Je ne sais pas, je vous pose à l'une et à l'autre la question. On a relevé que les pays qui étaient dirigés par des femmes avaient mieux géré la crise sanitaire. Est-ce que c'est un biais journalistique? Ou est-ce que vous y croyez? Alors non, c'est quelque chose qu'on a entendu assez vite et en allant chercher encore ce matin, il y a une première étude qui essaye effectivement de faire ça de manière un peu plus systématique pour aller au-delà. Une étude internationale et qui justement a comparé les pays dirigés par des femmes et les pays comparés par des hommes avec une très forte disparité puisque la majorité des pays sont dirigés par des hommes, donc on n'est pas dans quelque chose de statistiquement très facile, mais néanmoins, après différents types d'analyses pour solidifier l'argument, les auteurs concluent que oui, il y a eu moins de nouveaux cas, moins de morts dans les pays dirigés par des femmes, parce que les mesures de confinement ont été plus précoces. Alors là, on parle de quel pays? Vous le savez, Nouvelle-Zélande? L'Allemagne notamment, ces pays-là qui ont été... Quelques pays du Nord peut-être? Quelques pays du Nord où on a reconnu effectivement la capacité de ces femmes à prendre des mesures difficiles, peu populaires, et qui ont apparemment porté leurs fruits. On parle aussi dans cette littérature-là justement d'un rapport des femmes plus précautionneux, de prendre les risques au sérieux. Il existe dans les travaux sur les perceptions des risques un biais assez systématique qui met en évidence le fait que les hommes blancs, les hommes qui ont du pouvoir, minimisent les risques. Et ça fait assez bien écho. On en voit voilà, exactement, on en voit plusieurs qui nous font penser à ça. Donc, quand on a beaucoup de ressources en position de pouvoir, on pense que les risques, on est protégé quelque part. Donc ça ne porte pas à prendre des mesures collectives, à essayer de protéger sa population. Donc, vous y croyez, Madame Gaillet? Effectivement, sur le même aspect, pour rebondir sur ça, des études un peu assez récentes dans le domaine médical avaient montré justement sur des grosses cohortes, c'est une étude qui a été publiée dans le JAMA, que les femmes médecins avaient des meilleurs résultats de santé que les hommes médecins. Et ça avait fait grand bruit, en fait, cet article. Et puis, justement... Avaient des meilleurs résultats, c'est-à-dire que les patients soignés par des femmes médecins allaient mieux, avaient des meilleures issues, en fait, que des patients soignés par des hommes médecins. Et de la même façon pour la chirurgie, des femmes chirurgiennes avaient des meilleurs résultats cliniques sur leurs patients que des hommes chirurgiens. Et ces études, donnez-nous peut-être un peu plus de sources sur ces études. Alors en fait, c'est des études américaines qui avaient été publiées dans des articles qui sont de renommée on va peut-être les mettre sur le site de l'université en référence. Et justement, les hypothèses qui étaient formulées, c'était exactement ça. C'était que les femmes, elles ont un côté plus dans la prévention, elles font plus attention à tout ce qui est vaccination, à parler environnement familial, pas que l'aspect thérapeutique. Enfin, l'aspect thérapeutique est plus global et que c'est cet aspect-là qui était à l'origine peut-être aussi des résultats plus positifs en fait au niveau de la santé des Peut-être que les femmes tiennent moins compte des critères économiques. Au début de la pandémie, on a quand même dit en Suisse qu'on avait attendu un certain temps avant de fermer les frontières, notamment au Tessin, clairement pour des considérations économiques. On avait peut-être confiné un peu tardivement. Est-ce qu'une femme aurait, je vous pose des questions un peu fictives bien sûr, mais enfin, puisqu'on aborde la thématique qui a fait les grands titres, les femmes auraient mieux géré. Alors c'est difficile de savoir, mais clairement les arguments économiques ont dû être très hauts dans les négociations et certaines voix ont porté probablement ces arguments-là de manière suffisamment convaincante. Et c'est ces négociations-là qui sont difficiles dans des contextes effectivement où la parité entre les hommes et les femmes n'est pas forcément présente, sauf lorsque les femmes sont effectivement chefs de gouvernement et qu'en dernière instance elles prennent la décision. Bon, en Suisse, il y a une femme qui était présidente quand même. Il faut quand même le relever, oui. Madame Sommaruga, qui a été, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui a été
qu'il y a eu une communication très en phase, très humble et très adéquate, me semble-t-il. Absolument, tout à fait, mais dans un format qui est quand même un format de conseil fédéral, où elle n'était pas en dernière instance celle qui décidait. C'était un collège qui pondérait ces différents arguments, et un collège dans lequel les arguments, le conseil fédéral, dans lequel les arguments économiques ont pesé aussi probablement un poids très important. Alors, on arrive plus ou moins au terme de cette conversation. Pour les personnes qui sont très intéressées par les questions de genre, qui font des études, qu'est-ce que vous pouvez signaler comme recherches importantes qui vont se faire dans ce domaine en lien avec le Covid? Peut-être on va commencer par vous, Madame Merton. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, il y aura des travaux qui vont s'intéresser effectivement à évaluer l'effet social, économique de la crise sanitaire, de la crise économique à moyen terme sur l'activité professionnelle, mais aussi la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Un certain nombre de statistiques de base permettent de le documenter, mais pas complètement non plus, donc il faudra effectivement poursuivre ces efforts-là. On a aussi mis en place un certain nombre d'études auprès des personnes âgées pour évaluer aussi... Quand vous dites on, c'est l'Université de Genève et plus largement sur des projets financés aussi par le Fonds national qui se sont mis en place, même si dans les financements Fonds national, les projets médicaux, biologiques, cliniques ont été fortement privilégiés par rapport aux projets de sciences sociales. Mais les choses vont se mettre en place à l'échelle européenne aussi. Il y a eu des financements pour là aborder plus directement les questions économiques et sociales qui vont prendre en compte effectivement cette variable du genre et d'autres variables de hiérarchie sociale, de stratification dans les sociétés. Donc pour résumer, sur le plan académique, sur le plan universitaire, cette crise sanitaire a brassé, a secoué énormément, vous diriez. Énormément dans les sciences sociales, notamment en sciences économiques, mais dans les sciences sociales, ça a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de réactions rapides de la part des collègues qui ont commencé de récolter des données, alors souvent dans des conditions pas faciles, effectivement, puisque nous étions confinés, on devait continuer à assurer nos activités et initier des nouveaux projets. Mais avec des collègues du département de sociologie, nous avons publié un ouvrage sur le Covid et le regard des sciences sociales. Sandro Catachin a mis en place, qui est sorti récemment, qui essaye d'apporter de manière rapide un regard des sciences sociales, auquel on reproche souvent d'être un peu lente, de prendre du temps. Mais là, l'idée était vraiment de pouvoir apporter déjà des éléments de réflexion sous l'angle des sciences sociales, pour contribuer effectivement à la gestion et aux réflexions autour de la pandémie. Je vous poserai la même question, mais une question qui me vient, peut-être a-t-on une réponse déjà. Est-ce que dans l'acceptation des mesures sanitaires, des mesures de confinement, des barrières, des gestes barrières, il y a une différence entre l'homme et la femme, ou vous avez pu constater ça? Est-ce que les femmes ont plus tendance à l'accepter ou moins? Alors de nouveau, ce qui commence de sortir, il me semble, suggère que les femmes prennent un peu plus de précautions que les hommes. Et donc dans les changements de comportement, seraient plus à respecter les règles de protection. Mais tout ça doit encore être constaté et vérifié dans des études un peu solides. D'accord. Alors pour vous, des études que vous pourriez citer, des lancements de projets, des demandes de crédit au Fonds national sur des thématiques particulières? Liées à la Covid particulièrement, je crois que j'ai vu effectivement des projets qui réfléchissaient justement à la différence homme-femme dans les répercussions en fait de la maladie en soi. Je crois qu'il y a un projet qui a été financé, j'ai vu ça dans la liste médical. Au niveau médical, et je pense que ça c'est vraiment un aspect qui est très très important, l'aspect médical bien sûr. Et puis en termes de recherche, effectivement, donc il y a une réflexion qui a été déjà en cours en fait sur voir la place de la femme et les chances des femmes d'arriver à une issue positive lorsqu'elles veulent publier un papier. Effectivement, un projet en fait financé par le FNS s'attache à cette problématique et va regarder aussi spécifiquement sur des données de la période Covid si les chances ont été moins bonnes pendant cette période de la Covid, par exemple. Dites-nous peut-être quelle est l'importance pour une chercheuse ou un chercheur
de publier? Donc la publication, en fait, c'est la visibilité, c'est la dissémination de résultats. Donc faire sa recherche sans avoir à disséminer les résultats, sans les partager dans la communauté scientifique en général, eh bien, c'est ne pas exister quelque part. Il faut partager le fruit de sa recherche pour être visible et pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avancer. Effectivement, les publications sont également un des indicateurs qui sont utilisés pour la promotion académique et il y a un certain défaut par rapport à ça. Effectivement, on a vu une explosion des publications pendant la crise sanitaire de la Covid parce que les publications sont aussi un moyen en fait, d'être promues au niveau académique. Et c'est le côté pervers en fait, des choses. On a vu vraiment une explosion, une multiplication, je ne sais pas, d'un facteur 3 à 4 des soumissions de papier, mais de papier de piètre qualité en fait, pendant cette période de la Covid, avec toute cette polémique qu'il y a eu avec le Lancet, ces données qui ont été rétractées, où finalement on veut publier, il faut publier dans les grands journaux, et donc on publie un peu n'importe quoi et on délaisse un peu cette qualité parce qu'il y avait tellement de choses à publier. Donc ça, c'est un aspect qui s'est vraiment accentué pendant la crise de la Covid. Et là, autant chez les hommes que chez les chercheuses que les chercheurs Alors non, justement, on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'hommes, en fait, qui étaient auteurs de ces publications scientifiques. Et puis tout ce qu'on a vu avec... Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de ce qui s'est passé, mais... avec Lancet. Voilà, avec l'hydroxychloroquine, okay. Tout ce qui s'est passé, amener sur le devant de la scène des molécules sans avoir vraiment prouvé scientifiquement par des études fortes en fait que ça marchait. Voilà. Effectivement, il y a la littérature qui montre que c'est plutôt les hommes qui ont été impliqués. Vous êtes chargée de cours en faculté de médecine. Combien de femmes et combien d'hommes? Il y a des chiffres en médecine? En professeur, oui. Alors, non, pas en médecine étudiant, je crois qu'il y a une parité. Oui, au même... oui, tout à fait. Alors, professeur, en fait, il y a à peu près 20%, 23% de femmes professeurs à la faculté de médecine de Genève. Voilà, donc il y a encore une marge de progression. Il y a une marge de progression pour, disons, ces 10 dernières années, à peu près 60, voire 70% d'étudiantes en première année ou qui sont diplômées fédérales. Donc vraiment un gap. Et puis quand on voit le parcours académique, donc quand on veut faire de la recherche, effectivement, chef de clinique scientifique, il y a plus de femmes. Privat-docent, il y a un peu plus de femmes, mais c'est toujours 38-40%. Et femmes professeurs, effectivement, 20-23%, je crois, les chiffres. Alors une dernière question pour conclure, à l'une et à l'autre. D'abord, peut-être comment avez-vous vécu comme chercheuse ce confinement, Madame Burton? Alors, ça a été une période intense d'activité en télétravail, effectivement, puisqu'on a maintenu nos activités habituelles, qui ont d'ailleurs été extrêmement bien transférées. J'étais impressionnée à quel point tout pouvait se faire comme ça, du jour au lendemain, depuis chez soi. Enseigner, les réunions, enfin voilà, tout était faisable. C'est quelque chose qui restera probablement. Oui. Et on a été obligés de le faire et on s'en est convaincus nous-mêmes. Et puis, en même temps, l'accumulation de nouvelles tâches, de nouveaux projets de recherche, de cette sollicitation de la task force. Donc, l'agenda s'est plutôt plus rempli. Les sollicitations aussi des journalistes qui se sont ajoutées à tout ça. Donc, ça a été une période, effectivement, stimulante, effectivement, et qui a permis de créer des réseaux aussi et de faire émerger des thématiques qui vont occuper les chercheurs et les chercheuses. Alors, la question, est-ce que c'est une crise qui va changer en profondeur la société, selon vous? Parce que certains disent aujourd'hui, dans le fond... C'est toujours difficile de prédire l'avenir. Ça va laisser des traces, certainement, et ça va marquer nos sociétés. On voit bien la diversité des réactions. Certains sont retournés à la situation précédente comme s'il ne s'était rien passé. D'autres personnes sont encore très affectées. Certains sont très inquiets aussi de la suite. Donc, c'est difficile en fait d'avoir un diagnostic général, puisque moi je vois beaucoup plus la diversité, la complexité des réponses, en fonction aussi des ressources, des positions des personnes dans la société en général. Et pour vous, comment avez-vous, Mme Gaillet, vécu cette... Bon, vous étiez aux hôpitaux universitaires, bien sûr, en recherche. Donc en fait, j'ai aidé en fait, des collègues à mettre en place des guidelines pour savoir comment gérer en fait, les patients, enfin plus l'organisation.
l'organisation en général au sein, donc on était plus à coordonner un peu l'organisation de la prise en charge des patients au sein des HUG en fait. Donc j'ai plus aidé effectivement. Dans une seconde partie, effectivement, j'ai aidé mes collègues plus à soumettre des projets de recherche, donc je les ai aidés d'un point de vue méthodologique, donc j'ai plutôt aidé les autres. Et effectivement, ma propre recherche, j'ai pas vraiment eu le temps effectivement de la développer, en tout cas au début, et puis j'ai plus pris le temps vers la fin, effectivement, de revenir justement à mon projet de recherche. Mais d'un point de vue de la recherche, c'est une période, j'imagine, pour les médecins, enfin, qui a été intense. C'est ça, c'était une période très intense au niveau clinique d'abord, et puis une fois que c'était dosé, une fois que ça a été maîtrisé au niveau clinique, certaines spécialités étaient moins sur le devant de la scène et ont pris plus le temps d'utiliser les données à disposition pour essayer de comprendre un peu plus cette maladie, comment elle affectait nos patients, quels étaient les facteurs associés avec certaines évolutions défavorables, par exemple. Donc, essayer de comprendre surtout et puis disséminer ces résultats. Eh bien, merci. Merci à l'une et à l'autre. Si on veut résumer peut-être tout ce qui a été dit, qui était très riche, hein, d'une part, nécessité d'affiner les statistiques et tenir compte des questions de genre, hommes-femmes, pour tous les impacts sociaux de crise, hein, de pandémie, etc. Et ça, c'est au niveau autant académique, au niveau de l'Office fédéral de la statistique, des assurances sociales, très important. Hein. Et puis, cette nécessité, dites-vous, de la prise de parole publique de femmes aussi, de femmes expertes en recherche, expertes en sociologie, expertes dans tous les domaines, pour retransmettre une autre vision de la société, hein, deux visions, une vision complémentaire. Est-ce que j'ai bien résumé vos propos ? Oui, très bien. Très bien. Alors, merci à l'une et à l'autre. Et je rappelle pour toutes les personnes qui nous ont suivis que vous allez pouvoir revoir cette conversation sur la chaîne YouTube de l'Université de Genève. Merci à tous de nous avoir suivis.